La République démocratique du Congo aspire à avoir un gouvernement qui devra répondre aux attentes non seulement de la population, mais surtout à la vision du chef de l'État. Et c'est comme ça qu'après la nomination du Premier ministre, Sama Lukonde, il a commencé avec les consultations, il échange avec les différentes classes politiques. Ah oui, là aussi on dit, mais le chef de l'État a consulté, les formateurs a consulté, le Premier ministre aussi consulte, mais c'est toujours bon d'avoir l'idée de la classe politique congolaise. Et voilà, c'est après consultation que probablement, dans quelques jours, on pourra voir le gouvernement, je ne veux pas dire les technocrates, comme disait à son temps Matata Ponyo, mais il faut des gens, des Congolais, de ses compatriotes capables, en tout cas capables, d'accompagner la vision du chef de l'État et répondre aux attentes de la population. Et c'est pour cela que nous échangeons de temps en temps. Aujourd'hui, nous recevons un autre acteur politique sur le plateau pour qu'il nous parle de sa vision. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui va arriver bientôt parce qu'on aura le gouvernement? Quelles seront les priorités de ce gouvernement pour que finalement on booste le développement? Avec quel acteur composé? D'où on trouvera l'argent pour que ce qu'on aura comme projet atteigne les objectifs attendus? Nous recevons ce soir, pour vous, encore une fois, Norbert Yamba Yamba. Ah là, je vais vous dire en même temps parce qu'il y a quelques jours, il nous a fouillé, hein, on est aujourd'hui avec lui. Norbert Yamba Yamba Choukou, cadre de l'UDPS, ils sont au pouvoir. Consultant international sur des questions de développement et de décentralisation, le panafricaniste, c'est ce qu'il aime trop, parce qu'il aime défendre nos cultures, nos civilisations, les civilisations africaines. Le panafricaniste Norbert Yamba Yamba. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Voilà, je vous ai accusé directement parce que je dis il y a longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé sur le plateau. Pourquoi? Écoutez, c'est vrai que vous pouvez avoir raison, mais la raison n'est pas très raisonnante, parce que j'avais des petits soucis de santé, c'est vrai. Et puis après, j'ai été appelé dans la province du Kassai central pour accompagner la province. Vous étiez à Kananga, parce que Kananga, vous avez appelé, vous étiez à Kananga. J'étais allé accompagner la province dans la mise en place des administrations publiques. Vous savez que je fais la consultation auprès d'un projet de la Banque mondiale qui s'occupe de la décentralisation de l'administration publique, la fonction publique. Et donc, le Congo est dans un processus de réforme et ces réformes exigent naturellement que les provinces assument leur autonomie. Et pour avoir l'autonomie, il faut avoir des administrations, raison pour laquelle, en tant que team leader de ce domaine, j'ai été, avec des consultants bien entendu, pour aider la province à asseoir ses administrations. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai pris pratiquement une dizaine de jours et je suis revenu. Je commence par une question parce que si je ne vous pose pas cette question, l'auditeur de la fois passée va se fâcher. Il me dit, j'apprécie beaucoup Norbert Yamba Yamba, surtout ses idées lorsqu'il parle, son expression, la concision dans ses idées. Et il va plus loin pour dire, est-ce que vous pouvez poser la question à Norbert Yamba Yamba pour qu'il nous explique qui est-il exactement? Et je vous pose la même question, qui êtes-vous Norbert Yamba Yamba? Les gens vous suivent, hein, chaque jour, mais parfois ils ne vous connaissent pas correctement ou parfaitement. Je profite de l'occasion pour vous poser cette question, qui êtes-vous? Ah, je n'aime jamais... c'est un peu compliqué. Hein? Je n'aime jamais me présenter. Oui. Surtout que je n'adore pas les étiquettes, que je considère avec une étiquette. C'est les gens dans notre pays. Mais on est aussi. Oui, très bien. Très bien. Norbert Yamba Yamba, oui. Il est de la génération 60. Il est né au Sankourou, précisément dans les territoires de l'Omela. Norbert Yamba Yamba est parmi les leaders du terroir, qui a été candidat député de l'IDPS en 2018.
Nobe Yamba Yamba, c'est un spécialiste de la non-spécialisation. Parce que je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que moi j'ai fait, parce que j'ai fait plusieurs choses. Et si je prends le temps à pouvoir énumérer, ça nous prendra inutilement du temps, etc. Néanmoins, j'ai exercé quand même un certain nombre de responsabilités. J'ai été représentant des ONG belges au Congo pendant 5 ans. J'ai été directeur général d'un projet de la Direction générale de la coopération belge, ici au Congo. J'étais coordonnateur, n'est-ce pas, national dans un projet de la coopération américaine, l'USAID à l'époque. C'était un projet de sécurité alimentaire et du bien-être de la population, où j'ai pratiquement arrosé l'ensemble du territoire national dans le cadre de la gouvernance, dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Yamba a exercé également des fonctions de coordonnateur sous-régional dans le cadre de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. J'étais coordonnateur. J'ai exercé également les fonctions depuis 16 ans comme consultant, n'est-ce pas, d'un projet de la Banque mondiale où je suis expert senior, question de la décentralisation. Ça fait 16 ans aujourd'hui, je suis là. J'ai été coordonnateur également à la FAO dans le cadre du projet UNIRED, la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. J'ai été aussi consultant et superviseur d'un grand projet de foresterie communautaire de la Banque mondiale, où j'ai pratiquement côtoyé toutes les provinces forestières de notre pays. J'ai été, comme vous le savez, plusieurs fois consultant de beaucoup d'organismes internationaux. Quand je prends la Fondation Friedrich Haber d'Allemagne, Einzelteil d'Allemagne, j'ai été consultant COSI de la France, j'ai été consultant permanent de la solidarité socialiste en Belgique, CNCD aussi, NSOS qui s'appelle aujourd'hui 1111. J'ai travaillé avec ce team international comme représentant au Congo. J'ai été consultant au CNIT, consultant à l'INSF, consultant au PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement. J'ai été directeur général de l'enseignement supérieur, j'allais dire Institut supérieur d'études agronomiques. J'ai été aussi directeur général d'un projet aussi de la coopération belge qui s'occupait de la gouvernance environnementale dans la ville de Kinshasa. Voilà, donc je suis spécialiste des questions de management aux États-Unis. J'étais à l'Institut, à Washington International, UNCT. J'ai été à La Rochelle pour faire la décentralisation politique. J'étais à Paris où j'ai fait la coopération décentralisée comme outil de financement des entités territoriales décentralisées. Et moi-même, je suis doctorant en Sciences Po, spécialisé sur des questions de gouvernance et développement, ainsi que j'ai eu des maîtrises concomitamment, gestion et évaluation de projets macroéconomiques. Et puis finalement, en 2003, j'ai aussi soutenu une maîtrise en gestion intégrée de forêts tropicales. Voilà. Donc, mais j'avais raison parce que s'il fallait que moi je fasse cette présentation, je ne saurais pas. Mon CV. Je suis père de famille. Oui. Famille nombreuse, ça c'est évident. Oui. J'ai des enfants qui ont fini l'université. Ils sont pas moins de 6. Et, félicitations. En privé, je suis consultant indépendant, chef d'entreprise, Codema. Voilà. Donc, quand j'élabore mon CV, c'est à peine, je crois, 2 ou 3 pages. Hein. Mais quand j'ai suivi là, ça peut arriver à 10 pages pratiquement. Alors, mais je m'accroche à un truc.
vous êtes de l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, Sama Lokombe, qui commence déjà son travail parce qu'il a commencé avec les consultations. Cadre de l'UDPS, parce que les gens disent on aurait dû aussi avoir un Premier ministre qui proviendrait de l'UDPS. Mais maintenant, nous avons un autre Premier ministre, le choix du chef de l'État. Lorsque on l'a nommé, et quand vous voyez Sama Lokombe plutôt, vous dégagez quelle lecture sur sa personne, par exemple? Merci pour la question. Peut-être que je vais vous décevoir, Pascal, parce que je ne connais pas assez le Premier ministre. La première fois que je voyais le Premier ministre, c'était lors d'un débat de Makutano avec Alain Foucault, qui, le Premier ministre à l'époque, il était PDG de la GECAMINE. Et on lui a posé des questions précises. Il a été nommé par le président. Oui, bien entendu. Et voilà, j'ai compris finalement que le Congo est en train véritablement d'avoir une jeunesse assez responsable, parce que les questions et les réponses qui étaient données montraient très clairement que c'est un gars qui a de l'avenir, mais visiblement invétébré, quoi. Et pour l'instant, je ne saurais pas vous dire beaucoup sur lui, mais au moins quand j'ai lu son CV, je me rends finalement compte qu'il est parmi les élus. À 37 ans, député, et puis finalement ministre des Sports, PDG de la GECAMINE, un moment très compliqué. Et voilà, c'est un chasseur, mais c'est aussi quelqu'un qui a les prérequis et les préacquis. Et le président de la République, qui visiblement l'a choisi devant une panoplie, n'est-ce pas, d'élite, à la fois intellectuelle, politique, économique de notre pays, je pense qu'il ne s'est pas trompé d'adresse au regard du parcours de l'intéressé, et je pense qu'il va mériter également la confiance du chef, parce qu'il va devoir bosser très dur, étant donné les attentes qui ont été suscitées. Mais je voudrais sans quand même dire une chose, c'est que le Premier ministre ne fera pas l'impossible. Je crois que la responsabilité pour développer le pays relève de la responsabilité, et chacun doit jouer sa partition. Le Premier ministre est à Kinshasa, la province la plus éloignée, n'est-ce pas, du Congo-Kinshasa, c'est la province du Sud Kivu, c'est 2000 km. Et donc le Premier ministre n'ira pas à Ngweshe, n'est-ce pas, dans la chefferie de Ngweshe pour gérer à la place du chef de chefferie. Le Premier ministre n'ira pas à Lomela, où il y a un territoire avec des secteurs, etc. Il y en a 6. Le Premier ministre n'ira pas à Lodja, où il y a 9 secteurs, etc. Donc, nous avons la responsabilité. Encore que bon, le Premier ministre ne va pas travailler à la place de tout un chacun, dans les administrations, dans les différents services de l'État, au niveau des entreprises, etc. Et donc, il est là comme manager, il est là pour porter la vision du chef, il est là pour matérialiser véritablement, n'est-ce pas, la vision du président de la République, qui est une vision de développement. Certainement qu'autour de lui, il doit avoir une ceinture bien blindée, parce que, croyez-moi, un homme qui n'a pas de ceinture, le pantalon tombe. Et donc, il faut savoir choisir une ceinture. C'est justement là la question intervient, ou la question la plus essentielle intervient. Les gens s'agglutinent, il a échangé avec les gens, il a échangé pratiquement avec tout le monde. Comment, n'est-ce pas, faire le choix des profils? Parce que vous aviez dit, il n'ira pas à Ingende, il ne sera pas dans les secteurs, oui, mais il faudrait qu'il fasse le choix des meilleurs d'entre nous également qui sont dans ces secteurs pour qu'ils fassent correctement le travail. Comment il sera en mesure de gérer les ambitions, non seulement par le gouvernement, mais également pour d'autres entités, et faire le choix des personnes capables de pouvoir également, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, à son management et à la vision du chef de l'État et faire avancer les choses au pays. Il y a 2 réponses par rapport à ça. Première réponse, c'est que le Premier ministre trouve un terrain déjà déblayé par le président de la République pour avoir réussi à mettre en place, n'est-ce pas, l'union sacrée de la nation. Cette union sacrée de la nation a mobilisé les Congolais et les Congolaises, etc., autour d'un idéal commun, reconstruisons le pays. C'est que très clairement, il n'y a pas de velléité
n'est-ce pas, ou des appétits gloutons des uns des autres, parce que l'idéal aujourd'hui, c'est de sauver le Congo. Les clivages politiques et idéologiques qui a permis la création d'une coalition a démontré véritablement des limites. Et donc, il trouve un terrain déjà déblayé où il peut, au regard de ses lunettes, choisir, n'est-ce pas, le vrai guerrier. Et je suis très heureux, et félicitations M. le Premier ministre, parce que j'avais lu son tweet lorsqu'il dit qu'il va former un gouvernement de guerriers. Voilà. Les guerriers, ce sont des tireurs d'élite, et les guerriers meurent sur les champs de bataille. Et vous comprenez là que les guerriers, ce n'est pas n'importe quel soldat. Les guerriers, ce sont des soldats qui ont la technique. Et la technique ne se négocie pas. Certainement que le Premier ministre ne connaît pas suffisamment la classe politique. Heureusement pour lui, le géniteur de la vision, c'est le président de la République. Et le président de la République est né et grandi dans ce pays. Il connaît tous les acteurs politiques, il les appelle par les noms. Oui. Et donc, comme c'est très clair, le Premier ministre réalise des choses en concertation avec le président de la République. Et donc, le président de la République va beaucoup contribuer dans la consolidation de la conviction du Premier ministre autour du choix des hommes et des femmes qui doivent faire partie de ce gouvernement, qui doit donner l'espérance, qui doit susciter l'intérêt et mobiliser les gens autour d'un idéal commun. Mais là, il y a une crainte de la population, Norbert Yamba. Les gens disent, les mêmes qui nous ont mal gérés hier, qui nous ont trahis, ils sont les premiers à être reçus par le Premier ministre. Bon, peut-être que c'est la force d'argent, ils s'imposent sur ceux qui n'ont pas d'argent. C'est les mêmes qui sont reçus et les gens commencent à avoir peur. Est-ce que les mêmes ne vont pas se retrouver au gouvernement et nous produire le même résultat qui nous a déçus hier? Dire de cette manière-là, Pascal, ce n'est pas véritablement photographier le contexte que nous avons aujourd'hui. D'aucuns parlent de l'état de droit. Et l'état de droit, c'est la primauté de la loi. La primauté de la loi s'exerce à travers les différentes structures de dissuasion, ce qu'on appelle garde-fou. L'état de droit suppose l'existence d'un système de surveillance mutuelle. Et donc, c'est vrai que hier, on a été dans un système que nous connaissons, qui visiblement a genoué derrière le pays, il faut le dire. A détruit complètement, j'allais dire, la puissance immunitaire de notre pays. Et donc, c'est très clair qu'on est en train de déménager d'un système vers un autre système. C'est que les velléités égoïstes ou égocentristes de tout un chacun sera limitée par la loi, sera limitée par les structures de dissuasion que nous mettons en place. Vous avez la Cour et les tribunaux, vous avez l'inspection générale des finances, vous avez la Cour des comptes, vous avez l'agence de renseignement, vous avez le Parlement reconfiguré. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez une police requinquée, vous avez une société civile professionnelle, vous avez des médias qui prennent les responsabilités et se spécialisent dans les différents secteurs de la vie nationale. Tous ces éléments faisant commun montrent très clairement qu'ils n'ont plus la marge de manœuvre de poser des actes incontrôlés qu'ils faisaient dans l'ancien système. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certainement que, bon, l'habitude crée une seconde nature. Vous ne pouvez pas, après avoir subi un système, on n'a même pas encore fait longtemps et même les structures que nous disons ne sont pas encore suffisamment assises. Et vous prenez les mêmes personnes, risquent de reproduire les mêmes réflexes. C'est ainsi qu'il y aura des hommes et des femmes, certainement, qui seront mis au frigo en attendant qu'ils s'accommodent, qu'ils soient recyclés pour s'adapter naturellement à ce nouveau système. Ça, c'est une question de stratégie. Mais croyez-moi, il y a aussi des gens qui ont une vitesse dans les changements de mentalité, parce que le problème pour nous, c'est qu'il faut changer le logiciel, il faut faire une déprogrammation mentale. Et donc, il faut que les Congolais aussi grandissent. De la même manière qu'on voit ces gens-là, de la même manière, effectivement, le président est assez suffisamment sage, etc. Il pourra tamiser, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que tous ceux qui ont participé, j'aime beaucoup, tous ceux qui ont participé à ce système, tous sont de valeur. Donc il y a moyen de faire le choix et ces gens ne sont pas, ne sont pas aussi rares. Et donc on peut véritablement les trouver. Mais il faut y aller avec plus de tact, plus d'intelligence politique. Oui, mais les ambitions sont là parce que
on est nombreux. Hein. Quand je vois par exemple le statut du gouvernement, le nombre qu'on avance déjà, on parle de quarantaine. Il y a des petites alliances aujourd'hui, il faudrait le dire, avec ceux qui étaient hier au FCC, il y a des petites alliances. Votre parti elle-même, avec ses alliés, ainsi de suite. Mais comment départager et comment gérer les ambitions? Ça, c'est autre mission complexe pour le Premier ministre. C'est vraiment complexe, mais si on veut véritablement verser un peu dans la politique à la zaïroise, c'est un peu ce qui a été copié naturellement par l'ancien système ici que nous venons de passer, etc., où on ne tient même pas compte de quoi que ce soit. Et la politique est considérée comme un butin. Il faut tout faire pour prendre ce butin. Et raison pour laquelle vous avez vu les gens piller systématiquement la République. On a dépouillé la République de ses ressources. Le Congolais est devenu le plus pauvre simplement parce qu'on pouvait mettre quelqu'un ministre. On l'échange de tel ministère à tel autre, on n'a pas fait l'évaluation, on ne connaît pas ce qu'il a prévu, ce qu'il a réalisé, etc. Et donc, on a vécu des moments très, très, très malsains, comme ça, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est plus dans cette manière de voir les choses. Et si les gens ont accepté de quitter, pas quitter leur entité, mais au moins de s'engager dans la nouvelle dynamique de l'union sacrée de la nation, tout simplement parce qu'on a eu pitié de la République qui est devenue orpheline. Notre pays n'était plus un pays. Et les gens disent, mais allons-nous endosser la responsabilité devant l'histoire et les générations futures? Les gens ont signé en disant, plus question, allons et travaillons pour changer notre pays. Alors, ils ne viennent pas pour occuper des responsabilités quand même. Ils ne viennent pas pour occuper des responsabilités. Alors maintenant, si je commence à entendre des discours qui portent sur la représentation géopolitique, qui portent sur... Est-ce que cette question est importante aujourd'hui? Le point sociologique, le point politique. On ne veut pas parler on ne parle pas des compétences, mais les gens parlent de la géopolitique. Est-ce que c'est important aujourd'hui? Oui, voilà, c'est comme ça, c'est pour cette raison qu'on n'a jamais dépassé $500 par habitant par an. Nous étions à la même situation avec la Corée du Sud en 1960. La Corée du Sud était même moins que nous parce qu'elle disposait de $257 par habitant par an. Nous, on avait $368 à l'époque. Aujourd'hui, la Corée du Sud a $41 000 par habitant par an. 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous, on est resté à $500 et puis 50 milliards de dollars. Encore, c'est une moyenne statistique et 75% des moyens ont toujours été volatilisés. Heureusement qu'avec la dissuasion du nouveau régime dirigé par le président Félix Tshisekedi, eh bien, écoutez, on est en train de pouvoir atténuer c'est pas cet égocentrisme à outrance. Mais alors, maintenant, si les gens viennent, ils veulent rééditer leurs exploits. Et la capacité, la compétence chez nous, c'est d'avoir l'argent, c'est rouler carrosse, c'est se faire appeler préso, excellence, honorable, et ça s'arrête là. Et entre-temps, on vous donne les responsabilités, on ne sent aucune idée, on ne sent aucune action, et puis finalement, on va changer de ministère à un autre, etc. Simplement parce que le Congo est orphelin. Non, je pense qu'aujourd'hui, et le président de la République, je sais qu'il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de lui-même. Il s'est battu pour être là où il est. Et il a aussi un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de son père, qui s'est battu, qui a accepté de mourir pauvre à cause d'un peuple. Non, il se battra. Encore, mais écoute, le président, il est un individu. Il faudrait que tout ce qui l'entoure, il faudrait que tous les collaborateurs, il faudrait que toute l'élite économique, l'élite politique paie le droit à la contestation pour dire plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant, bien sûr. On l'a dit. Mais quel type d'acteur aujourd'hui, Norbert Yamba? Il faut qu'on trouve quand même... C'est vrai, le Premier ministre a parlé de la façon dont le gouvernement sera composé. Mais ces acteurs-là, est-ce qu'on peut les trouver des oiseaux exceptionnels, je ne veux pas dire rares, qui seront à mesure d'accompagner correctement la vision du chef de l'État? Vous savez, est-ce qu'ils sont là? Vous savez, oui, ils sont là. Ils sont là, il y a les quelques rares, quelques oiseaux rares sont là. Vous savez, Pascal, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que là, je veux parler du profil un peu. Ouais. Il faut, je ne sais pas, parce qu'au-delà de la probité morale, au-delà
des études faites, Norbert Yamba, mais on doit se distinguer quand même dans l'agir lorsqu'on a travaillé quelque part, l'appréciation, ainsi de suite. Des gens comme ça, est-ce qu'on saura les trier, au fait? Oui. La pression politique ne va pas... Non, le président est calme. Hein. Le président est calme, c'est un communicateur. Il va essayer d'apaiser les velléités, les appétits gloutons, etc. Vous savez, l'expérience de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas très d'accord avec Ouattara, mais il avait quand même un feeling politique dans le cadre d'une situation en détresse. Ouattara avait pris l'option d'avoir un bureau d'études et ce bureau d'études avait travaillé pour identifier les meilleurs des Ivoiriens. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait que $600 par habitant par an. Et on a identifié des techniciens. Parce que pas des gens qui viennent parler. On a besoin de la production de richesses, on a besoin des innovations, on a besoin des stratégies qui permettent véritablement à ce que le pays puisse reprendre le souffle. C'est ce qu'il faudrait. Alors maintenant, le bureau d'études avait travaillé et on a identifié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est partie de $600 à 2500. Il y a des chantiers des métros, il y a des tramways. Mais ici, nos services de sécurité, et bien voilà. D'intelligence, et travaillerait aussi sur ça. Et moi, je pense que le service de renseignement, qui doit devenir le service d'intelligence, doit aider à la fois le président de la République et le Premier ministre, aux potentiels candidats, etc., de veiller sur leur vie, de voir comment ils gèrent leur famille, comment ils gèrent leurs responsabilités, quelles ont été leurs prouesses, est-ce qu'ils ont déjà une expérience par rapport aux responsabilités qui leur ont été données. On ne peut pas vouloir repêcher quelqu'un dont on a donné 2 ans durant une responsabilité, on ne sent aucune innovation, on ne sent pas aucune avancée, on ne sent aucune évolution positive. Ah non! Et là, le technicien qui doit consolider la conviction du président de la République, ce sont les services de renseignement. Certainement que, et les partis politiques, encore que les partis politiques assument leurs responsabilités. Généralement, chez nous, même au niveau des partis politiques, on a une difficulté réelle, simplement parce que les partis politiques ne fonctionnent pas comme une république. Quand vous regardez un parti politique, il a une configuration d'une république. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des secrétaires, par exemple, nationaux, qui s'occuperaient de l'agriculture, qui s'occuperaient de l'environnement, qui s'occuperaient du plan, la fonction publique, la décentralisation, donc droits humains, et on retrouve la justice. Donc, ces secrétaires nationaux sont préparés pour devenir des ministres, sont préparés pour assumer des responsabilités. Et vous avez le secrétaire général, c'est lui qui est censé être préparé pour être Premier ministre. C'est cela. Donc, je pense que les partis politiques aujourd'hui, nous devons nous remettre en question pour que nous fonctionnons autrement. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir que dans tel ou tel parti politique, telle personne a telle ou telle capacité. C'est vrai qu'il y a des capacités qui émergent naturellement, dont on peut dire tel peut assumer des responsabilités. À l'époque du président Etienne Tshisekedi, j'avais fait un document de 47 pages où j'avais demandé à mon président d'accélérer le processus de la construction d'une banque de données qui permettrait naturellement de savoir, quand on est à Goma, quels sont... Dans le cadre du parti. Dans le cadre du parti. Quels sont les cadres du parti à Goma, quel est leur profil, leur background, leur niveau, leur expérience, constituer une matrice qui reprend pratiquement ces informations. Et on peut, au regard véritablement de cette banque de données, avoir une idée même des gens qui peuvent devenir des candidats députés dans tel ou tel territoire. Et il en est de même, mutandis. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez en Belgique, on a une matrice, en France, on a une matrice, en Chine, etc. Ça faciliterait le travail, le choix. On a une banque de données numérisées qui permettent, lorsqu'on a besoin, par exemple, de quelqu'un qui connaît le mécanisme des investissements publics. Et on dit non, nous avons déjà en Inde tel cadre de l'UDPS qui peut assumer ses responsabilités. Même s'il n'a pas postulé, le parti peut faire appel à lui. Et lorsqu'on est dans
dans une alliance ou dans une coalition, on reconfigure naturellement ces banques de données pour savoir qui peut faire quoi. Aujourd'hui, il est difficile de visualiser que telle personne a telle compétence, il assumerait telle ou telle responsabilité. Alors maintenant, ça devient un jeu du hasard. C'est tout ça la difficulté maintenant. Heureusement que le président de la République connaît la classe politique, connaît individuellement les gens et il est à mesure. Parce que la responsabilité lui est dévolue, parce qu'il endosserait les responsabilités devant l'histoire et les générations futures, il va faire en sorte que dans les 2 ou 3 ans qui nous restent, qu'il puisse mettre une équipe de guerriers, une équipe de tireurs d'élite, pour que finalement on puisse obtenir les résultats. Encore qu'il faut faire une bonne planification qui permettrait naturellement qu'on ne puisse pas donner l'impression qu'on va tout faire, mais on va faire des priorités. Et je crois que le Premier ministre ne s'est pas arrêté là, il a quand même évoqué un certain nombre de priorités. Vous parlez des priorités, parce que là nous venons de parler de choix des animateurs, le profil au fait. Deuxième étape maintenant, c'est la priorité. Bientôt le gouvernement va sortir, Norbert Yamba Yamba. Quelles sont les priorités aujourd'hui qu'il faut mettre au premier plan pour que lorsqu'on pose les actions, que la population dise « Ah, voilà, on sent le changement ». Les priorités. Il y a intégration. Vous connaissez le discours programme du président de la République. Lequel discours s'inspire naturellement d'un grand programme sur le peuple d'abord. Et le Premier ministre arrive, il s'insère, il s'intègre dans le discours du président de la République. Mais il a retenu des grandes priorités, mais qui ont une imbrication incidentielle sur 4 attributs de souveraineté. La première priorité, il dit la sécurité. Certainement que le pays ne peut pas fonctionner sans sécurité. Sans paix. Il faut la paix, etc. Et la paix a une imbrication incidentielle sur les différents secteurs de la vie nationale. Et deuxièmement, le Premier ministre a parlé du social. Et lorsque vous voyez le social, vous avez la question de la santé, vous avez la question de l'éducation, vous avez la question de l'agriculture, on appelle ça l'alimentation, vous avez la question de l'électricité, vous avez la question de l'eau, vous avez la question des routes, et donc tous ces éléments faisant commune. Lorsque ces éléments sont activés, la santé, parce qu'effectivement, les gens seront en bonne santé, ils sont capables. Et là, il faut des infrastructures sanitaires, il faut des équipements sanitaires, il faut un personnel qui soit capable, le médecin, le corps médical, le corps paramédical, etc. Il faut le matériel de travail, etc. Tout ça se résume dans le cadre des investissements sur le plan sanitaire. La construction des centres de santé, les postes de santé, etc. Certainement qu'on va déterminer le nombre, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'avec les 2 ans, et le président vient faire. Non, non. Nous avons autant de problèmes, nous avons l'ampleur est grande, le Congo c'est 9 fois le Japon. Il faut commencer par quelque chose d'essentiel. Bien entendu. Pour imprimer la différence. Bien entendu, mais les équipements, nos hôpitaux, prenez votre territoire de Lomela. Mais écoutez, il faut y aller, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de radiologie. Ne dites pas ça. Eh bien voilà. Donc, dernièrement, on balançait les images là vous avez les écoles. C'est comme d'un hôpital, d'un hôpital abandonné. J'ai vu moi-même, quand j'étais en campagne électorale, une fille mourir sur une natte parce qu'il n'y avait même pas des aspirines pour arrêter la malaria. Et si les gens meurent comme des mouches à cause de la malaria, et donc on a besoin, dans un centre où il n'y a que 2 médecins, et vous avez plus de 350 000 personnes. Vous imaginez ça? Et vous avez des médecins avec un taux de morbidité de 3,5%. C'est gravissime. C'est gravissime. Et lorsque vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de microscope, il n'y a pas d'échographie. Et alors maintenant, j'ai été dans un village où les femmes me disaient « Papa, nous on est en train de mourir ». Chaque fois quand vous avez un peu de douleur dans l'abdomen, vous allez et celui qui vous reçoit, c'est un infirmier qui n'a même pas le niveau pour véritablement assurer les interventions chirurgicales. Il vous ouvre avec la gelette. Et il ouvre et la femme... Parfois avec la gelette... C'est fini, donc les femmes ne sont plus productives. Oui, donc la situation est grave. Raison pour laquelle notre pays a organisé la géographie sur base d'une restructuration basée sur la décentralisation. Il faut que le chef des secteurs
faut que le chef de chefferie soit actif, parce qu'il a une personne, le secteur est une entité territoriale décentralisée, qui a une personnalité civile, qui a une autonomie, qui a un programme, qui a un budget. Et au-delà de ça, vous avez les communes, vous avez les villes, vous avez la province et vous avez le niveau national. Et donc, à chaque niveau, il y a un budget. Et chaque budget est autonome. Certainement qu'au finish, il faut avoir un budget consolidé. Mais écoutez, qui on met chef de secteur, qui on met bourgmestre, qui on met maire de la ville? Ce sont des personnes recrutées parmi les militants, etc. C'est les gens pendant 22 ans d'un système que nous avons connu pour récompenser. Donc, les responsabilités publiques deviennent, n'est-ce pas, des postes de repli, postes comment on dit, donc des dons pour récompenser, n'est-ce pas, aux fidèles. Alors on s'occupe. Moi j'étais dernièrement ici dans une province voisine d'ici. Je trouve une commune de plus de 800 000 personnes et les bourgmestres qui n'est du reste même pas familier avec l'administration. Il était superviseur d'une école et on lui donne, et je lui pose la question, monsieur, comment tu es arrivé? Oh non, j'étais superviseur d'une école ici, mais je suis dans tel ou tel parti politique. On m'a donné. Est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants? Entendons, écoutez, les comptables. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les décisions que vous avez prises pendant cette année? Rien. Là, et quand je pose la question, quel est votre budget? Il ne connaît pas. Vous voyez, quel est votre programme? Il ne connaît pas. Et vous donnez 800 000 personnes, c'est pas à une personne comme ça. Vous êtes un génocidaire. Vous êtes en train de planifier la mort. Très bien. Donc, sincèrement, on peut bien avoir la volonté au niveau national, mais il faut que ça se répercute à différents échelons pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui représentent le président de la République et qui agissent avec efficacité. À faire un bon choix des animateurs. Nous devions parler des animateurs, nous devions parler des priorités de Robert Yamba Yamba. Tout ça, c'est très bien. Mais comment trouver l'argent? C'est là où le problème se pose. Jusqu'ici, notre budget, ça peine 4 milliards de dollars américains, 6 milliards de dollars américains, même si on ne compte pas le budget au-delà de tout. Comment trouver l'argent pour que finalement ces priorités trouvent solution? Que les Congolais finalement disent, bon voilà, ce que nous attendions hier, c'est arrivé, ouf, enfin. Comment trouver l'argent? Il y a deux stratégies. Les stratégies en court terme, moyen terme, et des stratégies à long terme. Pascal, regardez, nous avons un budget, vous l'avez dit, hein, de 6 à 7 milliards de dollars. Ça, c'est un budget. Encore qu'il faut s'engager à mobiliser des ressources et limiter naturellement les érosions financières. Ça, c'est une opportunité qui nous est donnée au travers de la mobilisation des recettes. Une autre opportunité, Pascal, c'est le Congo fait partie d'un certain nombre d'institutions financières internationales. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le Fonds monétaire international, vous avez la Banque africaine, il y a des banques même régionales qui sont véritablement des partenaires au développement. Au-delà de ça, vous avez toutes les différentes chancelleries, il y a un service de coopération qui dispose de moyens, etc. Vous avez le système des Nations Unies qui dispose de moyens. Il y a dans des systèmes des Nations Unies, PNID, INSEF, etc. Il y a même notre gouvernement au travers de ces différents secteurs. Il est dans le secteur agricole ou il est dans le secteur de l'environnement. Il ne connaît pas quel est le budget du PNUE, du programme des Nations Unies, opérant au Congo pour cette année 2021. Et ça, c'est un problème. Donc, nous avons tous ces systèmes, nous avons tous ces partenaires qui ont des projets, qui ont un volume d'argent en circulation. Le gouvernement n'a qu'à voir un peu plus clair, coopérer avec qui est, au travers le... Mais pas juste à se mettre la corde au cou. Hein. Non, mais on peut mobiliser des ressources. On a connu des cas comme ça. On peut se mobiliser. Non, la gestion n'a pas été... Le paysage politique est en train de changer. Il faut comptabiliser les évolutions positives. Hier, j'avais un directeur du Monde
Aujourd'hui, il y a multipolarité de puissance, il y a une marge de manœuvre et on peut bien manœuvrer lorsqu'on a un feeling diplomatique. Le président dispose de toutes ses qualités. Je pense qu'il va, encore que le Premier ministre emboîte le chef de l'État, ensemble, ils vont former une synergie gagnante qui va véritablement drainer des moyens. Et ces gens entendent. Vous ne pouvez pas imaginer que, bon, la banque est là, on a des différents programmes, des différents projets qui sont opérationnels, mais bon, il faut savoir réorienter, encore qu'on nous donne cette responsabilité de réorienter en fonction de nos priorités. Ça, c'est deuxième. Troisièmement, vous savez, Pascal, au-delà, n'est-ce pas, de ce qui représente c'est pas les partenaires au développement, il y a une nouvelle approche aujourd'hui qu'on appelle PPP, des partenariats public-privé. Ça veut dire en fait lorsqu'on a des ressources, lorsqu'on a des possibilités, des potentialités, on peut entrer sur Google, on peut savoir les investisseurs dans tel ou tel secteur. Et nous pouvons, au regard de cette nouvelle approche, créer des entreprises, créer, n'est-ce pas, des sociétés mixtes, où il y a un investisseur étranger qui apporte des capitaux, nous aussi on apporte. Regardez Congo Hôtel, hein, comment on appelle ça? Congo Fleuve Hôtel. Eh bien, c'est un projet PPP. Qui a construit ça? Oui, c'est PPP. On se partage les dividendes. Réhabilité, parce que c'est construit depuis très Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que amène l'argent pour réhabiliter. Nous, on amène le bâtiment. Et donc, nous mettons ensemble et les revenus, on se les partage. Et ces revenus-là, on peut véritablement réaffecter dans le domaine de construction des écoles, etc. Moi, je suis consultant plusieurs années. On termine par là, Norbert. J'ai fait le monitoring des sociétés forestières. Il y a des sociétés forestières mixtes où l'État est partie prenante. Et quand vous regardez les revenus de la forêt en termes d'exploitation de bois, etc., c'est 0,7%. Ça ne dépasse jamais 1%. C'est nul. Et pourtant, l'État est mixte. Et vous avez une société qui a 2 millions, 3 millions d'hectares de forêt, etc. Vous savez, Ingreen, au port d'Anvers, c'est 14 000 $. C'est 10 000 €. Vous voyez, c'est 14 000 $. En tout cas, j'ai fait office de ce travail. Les ne sont pas trop sérieux. Voyez, donc, on a besoin, et il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous avons, dans notre restructuration géographique, 3 paliers de gouvernance. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Le niveau central a son budget, a son programme, et le niveau central n'a que 36 compétences. Ces compétences ne sont pas au niveau provincial. Il y a 11 compétences partagées entre le niveau central et le niveau provincial. Et donc, le niveau central n'élabore le budget qu'en fonction de ses compétences, 36 plus 11 partagées. Et donc, la province avait 9 compétences plus les 11 partagées. Et donc, le budget de la province ne fait pas partie du budget, n'est-ce pas, du niveau central. C'est très important. Et donc, quand vous arrivez au niveau de la ville, il y a aussi, n'est-ce pas, un budget, un programme. Alors maintenant, les gens ont tendance à dire, mais on a 7 milliards. J'ai dit 7 milliards, ça c'est le budget du gouvernement central. Mais lorsque vous allez en province, la ville de Kinshasa, c'est plus de 500 millions. Là-bas, c'est plus de 500 millions. Au Katanga, c'est plus de 500 millions, ainsi de suite. On a 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Merci. Donc, c'est qu'au finish, lorsque vous faites la somme des différentes provinces au regard de leur budget, pour lutter contre la pauvreté, et vous additionnez avec le gouvernement central, vous avez un montant qui est au-delà. Encore qu'il faut avoir des gouverneurs, il faut avoir des assemblées provinciales, des ministres provinciaux qui sont capables de s'engager dans la vision du chef de l'État pour que la pauvreté soit assassinée parce que nous avons un gouvernement de guerriers. Merci Norbert Yabayaba. Ça c'est l'émission pédagogique. Je promets aux téléspectateurs, vous n'aurez pas un prétexte, vous n'allez pas avancer un quelconque prétexte. L'émission sera diffusée, rediffusée autant de fois. Mais sûrement, nous aurons encore Norbert Yabayaba au début de la semaine prochaine pour qu'on aborde d'autres questions d'intérêt, je veux dire national, parce que ça va vous intéresser aussi. Alors, nous sommes à la fin de l'émission Norbert Yabayaba. Nous vous disons merci. Tout en vous découvrant, nombreux ne vous connaissez pas, aujourd'hui vous en découvrez. C'est tellement que je n'ai pas parlé de mes activités, activités scientifiques parce que j'enseigne depuis 86 à l'université. Ah, ça aussi, ça c'est notre élément. Okay. Et voilà, on a échangé sur ce
que nous souhaitons que ça arrive au pays, à travers le gouvernement qui est attendu. Ouais. Vous avez donné vos points de vue sur le profil, vous aviez donné le point de vue sur les priorités, vous aviez donné vos points de vue sur l'argent, d'où on trouvera l'argent. Et vous aviez apprécié le Premier ministre, et vous dites en synergie avec le chef de l'État, vous êtes très sûr qu'ils vont produire quelque chose d'essentiel, attendu par la population. Et bon, voilà, autre responsabilité maintenant, ce chef de l'État, également Premier ministre, de faire le choix des meilleurs d'entre nous. Sûrement l'attente est si grande. La déception sera si grande si le travail n'est pas bien fait. Le travail ne sera bien fait que par le bon choix des animateurs. Nous vous proposons certains. Et je me rends compte que le Congo ne manque pas de gens. Norbert Yamba Yamba. Le choix de M. Pascal auprès du Premier ministre. Est-ce que c'est un mauvais choix? À chacun de donner son point de vue, mais je pense qu'il est essentiel qu'on soit en mesure nous-mêmes d'identifier les meilleurs d'entre nous. Et cela sera une façon d'aider également le chef de l'État. Nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, Norbert Yamba Yamba Chouko. Il est cadre de l'UDPS. Il est consultant international et voilà, panafricaniste. On a échangé, on est à la fin. Au revoir et à la prochaine.